Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 2 juin et on est parti comme chaque dimanche pour notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, pour la première actualité, on reste en France, où il faudra désormais travailler plus longtemps pour avoir droit au chômage, et les durées d'indemnisation sont revues à la baisse. En fait, les nouvelles mesures de la réforme de l'assurance chômage ont été annoncées par Gabriel Attal, et pour commencer, à partir du 1er décembre, la durée maximale d'indemnisation sera réduite de 18 à 15 mois pour les moins de 57 ans, dans les conditions actuelles, c'est-à-dire si le taux de chômage continue à évoluer dans une fourchette comprise entre 6,5% et 9% de la population active. En revanche, en vertu du principe de contrat cyclicité qui s'applique depuis février 2023, cette modulation sera renforcée si le taux de chômage descend en dessous des 6,5%, ce qui permettrait ainsi de dégager de l'ordre de 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Très concrètement, si le taux de chômage descend en dessous des 6,5%, la durée d'indemnisation des chômeurs de moins de 57 ans serait alors réduite de 40%, passant à 12 mois maximum. Par ailleurs, pour ouvrir des droits à l'assurance chômage, actuellement il faut avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois, ce qui constitue donc la période de référence d'affiliation, mais à partir du 1er décembre 2024, il faudra avoir travaillé 8 mois sur une période de référence de 20 mois seulement. Plus globalement, selon le ministère du Travail, le gouvernement attend de la réforme 3,6 milliards d'euros d'économies et projette une augmentation de 90 000 le nombre de personnes en emploi. Le décret de l'assurance chômage sera publié le 1er juillet, mais il n'entrera en vigueur qu'au 1er décembre. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la dégringolade des prix de l'immobilier qui continue. C'est ce que nous apprend une étude publiée par l'INSEE et les notaires de France ce mardi. Dans les chiffres, sur un an, les prix des logements anciens en France ont reculé pour le 3e trimestre consécutif, avec une baisse de 5,2% et une baisse de 1,6% rien que sur le premier trimestre 2024. Alors les grandes villes sont particulièrement affectées. Paris enregistre une baisse de 4,8% sur un an. Les 10 plus grandes villes de province affichent, elles, une baisse de 2,6%, avec des chutes significatives à Lyon à moins 7,1%, Nantes à moins 7,8% et Bordeaux à moins 5%. De son côté, Nice fait exception avec une hausse de 3,9%. Par ailleurs, le nombre de transactions immobilières réalisées au cours des 12 derniers mois continue aussi de chuter à 822 000 transactions fin mars 2024. Pour le reste de l'année, les prévisions de la Fédération nationale de l'immobilier tablent sur 800 000 ventes sur 12 mois, soit encore une baisse de 8% sur l'année. Selon la FNAIM, donc la Fédération nationale de l'immobilier, la véritable reprise n'est pas impossible en 2025, mais semble exclue dans les prochains mois de 2024. De leur côté, les notaires semblent plus optimistes quant à un éventuel redressement du marché d'ici à la fin de l'année. Plus précisément, ils envisagent une reprise progressive à mesure que la Banque centrale européenne assouplira ses politiques monétaires, notamment en anticipant une nouvelle baisse des taux directeurs dès le mois de juin, ce qui pourrait, au bout du compte, stimuler le marché immobilier. Pour la troisième actualité, on s'intéresse aux abonnements Spotify des Français qui vont devenir les plus chers d'Europe à partir du mois de juin. En fait, la plateforme de streaming augmente l'ensemble de ses abonnements en passant le forfait mensuel premium de 10,99 € à 11,12 €. L'abonnement famille augmente de 22 centimes à 18,21 € et le forfait étudiant de 7 centimes à 6,06 €. Et au final, les utilisateurs français paieront le tarif le plus élevé de l'Union européenne puisqu'il ne bouge pas dans les autres pays. Alors cette hausse des prix en France s'explique par la décision d'imposer une taxe streaming dans le cadre du budget 2024 destinée à financer le Centre national de la musique. Et cette instance a été créée en 2020 pour soutenir la filière musicale française, à l'instar du CNC pour le cinéma par exemple. Et au bout du compte, les plateformes comme Spotify sont taxées à hauteur de 1,2% de leur chiffre d'affaires en France. Et Spotify ne peut tout simplement pas absorber cette taxe sans la répercuter sur les utilisateurs. En fait, malgré ses 236 millions d'utilisateurs payants au niveau mondial, la plateforme a affiché une nouvelle perte globale de 532 millions d'euros l'an dernier. Plus précisément, elle n'a encore jamais réussi à être rentable sur une année entière depuis sa création. D'ailleurs, signe que les temps sont durs pour la
plateforme de streaming. Afin de réaliser des économies, Spotify France a annoncé l'an dernier qu'elle arrêterait le soutien au Festival des Francopholies et du Printemps de Bourges, mais aussi qu'elle couperait dans certains budgets marketing. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à un rapport de la Cour des comptes qui préconise des mesures drastiques pour faire face à, je cite, l'insoutenable déficit de la sécurité sociale qui devrait passer d'un trou de 10,8 milliards d'euros en 2023 à 17,2 milliards à l'horizon 2027. Pour rappel, la sécurité sociale regroupe un ensemble de dispositifs qui couvrent les risques liés à la maladie, à la maternité, à la vieillesse, au chômage et aux accidents de travail. Et pour éviter ce dérapage des comptes de la Sécu, la Cour des comptes préconise des mesures chocs, comme par exemple ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours, ce qui représenterait au bout du compte 470 millions d'euros d'économies, ou encore réduire à 2 ans la durée maximale d'indemnisation contre 3 aujourd'hui, ce qui permettrait des économies de 750 millions d'euros. La Cour préconise également de mettre fin aux niches fiscales que proposent les employeurs aux salariés, tels que le financement des complémentaires santé, prévoyance et retraite supplémentaires, les aides directes comme les titres restaurants, ou encore le partage de la valeur comme l'intéressement ou la participation, qui sont en partie exonérés par la sécurité sociale. La Cour des comptes estime que ces exonérations se traduisent par une perte de recettes qui peut être estimée à 18 milliards d'euros en 2022. Mais au final, ce sont les retraites qui sont les principales responsables de la détérioration des comptes, avec un déficit qui passerait de 1,5 milliard en 2023 à 10,8 milliards en 2027. À côté des retraites, la santé reste l'autre grande source de dépenses de la Sécu, qui a atteint 11,1 milliards d'euros en 2023, ce qui s'explique en partie par la revalorisation salariale des personnels hospitaliers et médico-sociaux, mais aussi à la forte demande de soins de la population dont l'espérance de vie augmente. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à la note de la dette publique de la France qui a été abaissée par les agences de notation internationales. En fait, pour la première fois depuis 2013, l'agence de notation S&P Global Ratings, qui a pour mission d'évaluer la qualité de crédit d'émetteurs de dette, de pays et d'entreprises, a abaissé la note de la France d'un AA à un AA-. Mais pour mettre ça en perspective, malgré cette baisse de la note de la dette de la France, elle fait toujours partie de l'une des dettes les plus sûres du monde, en restant dans une catégorie dite de haute qualité, c'est-à-dire que lorsque des investisseurs décident de prêter de l'argent à la France contre un remboursement avec des intérêts, ils prennent par exemple beaucoup moins de risques que par rapport à des pays comme le Venezuela, l'Ukraine ou encore l'Argentine, où l'avenir économique est naturellement beaucoup plus flou. En revanche, d'autres pays comme l'Allemagne et l'Australie obtiennent la note d'un AAA pour leur excellente gestion financière. Mais malgré tout, cette dégradation de la note de la France garde un goût amer. L'agence a justifié cette dégradation de la note par, je cite, la détérioration de la position budgétaire du pays. Plus précisément, il est mentionné dans le rapport, je cite, la dégradation reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique de la France en proportion du PIB va augmenter en raison des déficits plus importants que prévus entre 2023 et 2027. Plus globalement, l'agence ne croit pas que le déficit sera ramené à 3% du PIB en 2027, c'est-à-dire à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, comme le prévoit le gouvernement. L'agence préconise donc de nouvelles mesures supplémentaires de réduction du déficit budgétaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour améliorer l'état des finances publiques. Mais de son côté, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, reste confiant. Il a réagi en réponse à la dégradation de la note par, je cite, notre stratégie reste la même, réindustrialiser, atteindre le plein emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027. La principale raison de cette dégradation, c'est que nous avons sauvé l'économie française. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.